Le SIC podcast en mode Rocket, déjà épisode numéro 16. Et la pause de la classique des étoiles s'amorce dans la Ligue américaine et le Rocket le fait avec quand même une très bonne aire d'aller. 5 victoires de suite. On va parler de l'ajout de Samuel Blais dans la formation. Joshua Roy peut-être jouer ses 2 meilleurs matchs de la saison face aux Monsters de Cleveland. Et qui dit semaine des étoiles dit on va en parler un peu avec Cédric Blondin. Bienvenue à cet épisode numéro 16 de En mode Rocket. Ça part. Le SIC podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. La voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but! Marqué par David Heimbacher! Bon, mercredi matin, tout le monde. Bon matin à notre aide à la production, Shane Gaumont, qui est pas devant la caméra, mais toujours aussi précieux. Puis, bon mercredi matin à toi aussi, Cédric. On enregistre, c'est-à-dire un beau 11 février, là, enneigé. Je te salue, cher collègue. Salut Vincent. T'es en forme? Oui, très en forme. T'es sûr? Ben oui. Okay, Oui, j'approche mon 35e anniversaire dimanche. Donc, je profite de mes dernières journées à 34 ans avant de prendre un autre coup de vieux. Ouais, comme plusieurs disent, tu n'as plus 20 ans. Oui, ça c'est sûr. Ça fait bientôt 15 ans que je n'ai plus 20 ans. Voilà. Menu pas si chargé que ça. Aujourd'hui, on est bien sûr là, en plein cœur de la pause de la classique des étoiles qui a lieu hier avec le concours des habiletés. Et ce soir, avec ce fameux petit tournoi 3 contre 3, toujours très, très agréable pour en avoir fait un là, à la diffusion quand c'était du côté de la Place Belle il n'y a pas de cela très, très longtemps. C'est toujours un bel événement avec plusieurs beaux espoirs de la Ligue nationale. Évidemment que il y a toujours des changements, il y a des désistements, il y a des blessures. L'événement à Rockford là, n'y a pas fait exception. On va terminer le podcast en parlant un peu de la classique des étoiles. Peut-être certains oubliés, peut-être certains joueurs pour qui c'est très, très mérité. Les espoirs qu'on va surveiller. Un petit showcase le fun quand même pour certains jeunes joueurs. Mais les premiers blocs de notre podcast cette semaine, on va faire un retour sur ce qui a été une formidable semaine à la maison pour le Rocket de Laval. Petite question rapide pour commencer, Cédric. Est-ce qu'on pourrait dire que, parce que là, je recule la cassette un petit peu plus, est-ce qu'on pourrait dire que le week-end dès 30 et 31 janvier à Syracuse et Toronto pourrait être le point tournant favorable de cette saison? Moi, je pense que peut-être que oui. En fait, oui. Ben là, tu as répondu à ta propre question, mais oui. moi, je pense que c'est le voyage au complet, là, même si, dans le fond, du côté de la Botsford et Calgary, ça n'a peut-être pas été parfait, mais on a quand même trouvé la façon d'aller chercher des gros points, même quand c'était pas facile face à des adversaires qui étaient, tu sais, les Canucks, ils ont quand même donné un bon spectacle, là. C'est pas une fiche d'une formation qui est si loin que ça au classement, là. C'est pas une formation, il y a quand même du talent, ils ont quand même été les champions en titre. On a trouvé la manière d'aller chercher le premier match avec une victoire avec 13 secondes à la fin, le but de Florian Jacky, perdu en prolongation le lendemain. Je n'étais pas sûr si c'était le lendemain ou 2 jours après, mais c'était vraiment le lendemain. Calgary, on s'est fait surprendre. Calgary, beaucoup de vétérans, mais on a trouvé la façon de gagner un match sur 2. Le deuxième match a moins bien été. Je pense que c'est une suite logique, là, qu'est-ce qui est arrivé à Syracuse, puis je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est exactement... On le savait que ce voyage de 6 rencontres-là, surtout avec la façon dont le Rocket était parti là, cette dernière semaine-là. On avait perdu 3 matchs de suite à domicile, dont entre autres là, face au Manitoba le vendredi et samedi avant de partir pour ce long voyage-là. Puis là, on était comme, oh boy, qu'est-ce qui va arriver? Comment que le Rocket va revenir de ce long voyage-là? Puis c'est la façon dont ils ont joué là, ramener 9 points sur 12. On n'avait pas le choix de choisir ça comme un point tournant. Puis on l'a vu, et ça
ça a vraiment été une suite logique cette semaine, en partant par la première période du match de mercredi, où le Rocket a joué probablement sa meilleure période de la saison. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va argumenter contre ça Non. dans cette belle victoire de 6-2 face aux Comets d'Utica mercredi. Oui, il y a eu des petits creux de vague à quelques moments en fin de semaine, mais je pense que globalement, c'est 9 excellentes périodes de hockey là, du côté du Rocket cette semaine à la Place Belle. Ouais, moi, je suis un peu en désaccord avec toi parce que je pense vraiment que c'est à Syracuse et Toronto que ça s'est dessiné. Voici pourquoi. Parce que je pense que dans l'Ouest, il y a des choses qui n'ont pas été constantes. Puis pour moi, à partir de Syracuse et Toronto, ça l'a été. C'est là qu'on a vu vraiment les balbutiements de ce qu'on veut faire chez Rocket de Laval, que pas mal. Mais pourquoi? Nos forces sont basées autour du forecheck, puis j'ai pas particulièrement aimé la constance du forecheck dans ce voyage-là à Calgary et à Abbotsford, mais la constance de l'échec avant, forecheck, échec avant, ça s'est vraiment amorcé du côté de Syracuse et Toronto, puis après ça, on a réussi à poursuivre ça à domicile face à Utica et face à Cleveland 2 fois. Moi, c'est pour ça que j'encercle ces matchs-là parce que puis c'est face à des adversaires de section, face à des adversaires que le pointage indique pas forcément ce qui s'est passé, dans le sens où ça aurait pu être des victoires plus décisives pour le Rocket de Laval. Je ne dis pas que j'ai pas aimé les matchs à Abbotsford et Calgary, mais pour moi, on a peut-être semé des graines de ce qui s'est passé à Syracuse et Toronto dans ce voyage-là, mais pour moi, ces deux matchs-là, fin janvier, c'est tellement là que là, OK, le Rocket s'est mis en marche puis a réussi à être constant par la suite. Mais c'est surtout, je pense, le match du lundi à Calgary, là, ça a été une claque au visage là, défensivement. Là, puis on a vu les ajustements qui ont été faits dès le match à Syracuse. Combien de couvertures ratées, combien de drôles de situations. Moi, c'est plus ça parce que oui, on l'a perdu ce match-là, mais on a tellement sorti grandi. Puis j'ai aimé comment que le groupe, parce que c'était pas un. C'était assez rapide, là, le retour à Syracuse. Là, on en revenait à la maison pour seulement une journée, même pas de pratique de mémoire. Puis on repartait le jeudi pour prendre l'autobus vers Syracuse. Donc, il n'y avait pas grand temps d'ajustement là, avec l'avion et tout ça. Donc, moi, je pense que ça peut-être. Des fois, Pascal Vincent, il aime le dire, là, j'ai pas besoin de parler à mon groupe. Là. Mais je pense que ça a été une performance, cette défaite-là, le lundi à Syracuse, qu'on s'est dit, ouais, là, défensivement, faut se recadrer. Puis de quelle façon on l'a fait dans cette fin de semaine-là sur la route. On l'a vu les résultats. Oui, 2 victoires en prolongation, mais c'est surtout le nombre de tirs accordés, le nombre de chances de marquer accordées, à part la troisième période, le samedi, là, qu'il fallait s'y attendre là, dans la situation. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ben là, justement, revenons sur les 3 derniers matchs. Victoire face à Utica, 6-2 de mémoire, là, en milieu de semaine. Ensuite, une victoire en prolongation, 5-4 sur un but de Delgaiso vendredi. Puis, victoire de 4-1 pour conclure la semaine, mais ça aurait pu facilement être 6-1, 7-1 là, face à Cleveland. Avant de nous en parler, on va aller entendre ce que Pascal Vincent avait à dire sur ces 3 matchs vraiment là, qui auront été remplis de belles choses pour le Rocket de Laval. Au-delà de ça, c'est la façon dont on a joué qui m'importe. Donc, j'étais pas très satisfait de notre séjour à Laval devant nos partisans avant de partir pour le voyage. Le début du voyage, c'était correct. On a fini fort, puis là, mais on joue du meilleur hockey. Ouais, on joue du meilleur hockey qu'on le faisait là, à la mi-janvier là, avec un match face à Belleville en milieu de semaine, puis 2 face aux Moose du Manitoba. Parlant de meilleur hockey, Cédric, j'adore que le Rocket joue du meilleur hockey alors que le premier trio, sans dire qu'il est en panne, a peut-être plus le vent dans les voiles comme c'était le cas là, il y a quelques semaines de cela ou même au début de saison. Là, je parle ici de Farrell, Dauphin et Belzile. Moi, pour moi, c'est pas positif que ce trio-là n'ait plus le vent dans les voiles, mais c'est tellement positif de voir d'autres joueurs prendre le relais, d'autres trios être en mesure de mettre l'épaule à la roue. Ça devient tellement compliqué pour l'entraîneur adverse de matcher. Là, en début de saison, tu matchais peut-être ton meilleur trio, ta meilleure paire défensive, surtout quand tu jouais à domicile face au Rocket. Tu le faisais peut-être systématiquement face à Farrell, Dauphin et Belzile. Là, tu vas te poser plus de questions. Ah ben, en même temps, c'est correct. Puis, on le sait, avec la saison que Dauphin connaît, là, Belzile qui a enfin traversé le plateau, dépassé le plateau
de 20 buts, mais c'est pas ce trio-là, cette semaine-là, qui a donné du succès aux Rockets. Oui, dans le match de samedi, Bézil a marqué 2 fois, mais c'est 2 buts en avantage numérique. C'est ça. Où ce qu'ils ont marqué, ben, je vais enlever le deuxième, là, parce que le deuxième, c'est un but de marqueur, là, mais le premier, n'importe qui est positionné là, suite à cette passe de Blais, la met dans le fond du filet. On s'entend, là, cette passe à l'embouchure du filet. Donc, mais c'est une bonne chose. Je suis content de voir un peu la part de tout le monde, là. Surtout, j'ai aimé Jacky en fin de semaine, Roy. Ils ont eu des bons moments. Roy a marqué 3 gros buts. Là, mais eu le trio de Beck, Mesher, on a parlé beaucoup la fin de semaine dernière, mais en même temps, c'est correct. Le Dauphin, là, il est quand même à 52, 53 points. Là, je l'ai ici. Là. Il est à 53 points parce qu'il a obtenu 1 point là, la fin de semaine dernière. Là. Il a le droit d'avoir des séquences. Ça reste quand même les 3 meilleurs pointeurs de l'équipe à ce moment-ci. Donc, que l'équipe n'ait pas besoin juste de se fier sur eux en ce moment. C'est correct parce qu'à des moments où ce que les autres avaient peut-être un petit peu plus un creux de vague, les succès de ce trio-là ont permis à tout le monde de se replacer. Puis c'est peut-être là où ce que Pascal Vincent récolte des dividendes là, à la mi-février. Oui, il y a des choses qui vont bien. À force égale, écoute ça, Cédric, j'ai peaufiné mes notes dans les derniers jours. Quand tu regardes les 2 matchs face à Cleveland, le trio de Roy, Beck et Mesher, c'est 13 chances de marquer à force égale. 13, là, c'est énorme. Le trio de Farrell, Dauphin et Belzile, c'est 3. C'est donc, et eux, en contrepartie, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont disputé de bons matchs au niveau de l'avantage numérique. C'est 4-8 en fin de semaine face à Cleveland, alors que ton avantage numérique n'a pas été constant nécessairement cette année. Il y a eu des bons flashs, il y en a eu de moins bons. Mais Roy, Beck et Mesher, au retour de Davidson, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai posé la même question en fin de semaine pour te dire. Mais tu le mets où? Puis en même temps, Blais, Condota et Simoneau, ça a été une bonne semaine aussi. Est-ce que tu veux ma réponse? Je veux voir une vague à 5 attaquants, moi. Je veux voir ça. Non, mais je te parle pas de l'avantage numérique. Je te parle sur quel trio tu le mets. OK. Ben, l'avantage numérique, on dirait que c'est ça aussi, une autre question. J'ai l'impression que c'est pratiquement le moindre de tes soucis, mais si Davidson est en mesure de jouer face aux Bears d'Hershey et face aux Marlies de Toronto en fin de semaine, ça, on ne le sait pas. On n'a pas trop l'information. C'est réévalué quotidiennement dans une blessure au haut du corps de la sorte. Là. Ouais. Et tu le mets où? Tu le mets sur le 4e trio, puis où tu déloges-tu Xavier Simoneau de son trio avec Samuel Blais et Lucas Condota? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ça serait ça, honnêtement. Tu peux pas démanteler Roy, Beck et Mesher à ce point-ci. Là. Tu peux juste pas le faire. Non, mais moi, honnêtement, je le mettrais sur la 3e ligne là, avec Condota et Blais. Je pense que c'est... en même temps... Mais pas moi. Je ne détesterais pas voir Jacky là avec Blais et... Mais ça n'arrivera pas parce avec ce qu'on sait, mais de voir un Jacky avec Davidson puis Blais, moi j'aimerais ça, surtout la manière dont Jacky essaie de. Tu sais, dans un rôle de 3e, 4e trio, là, on sait que c'est pas vraiment un 4e trio, mais ça n'arrivera probablement pas en raison des succès de ce trio-là dans la dernière semaine. Mais moi je pense que Simoneau va se retrouver dans la chaise encore il l'accepte, mais il est malgré lui, mais. On va voir. Moi, je suis en désaccord avec ça parce que moi, Blais, Condota et Simoneau, ça a été un thing quand Blais s'est amené pour la première fois à Laval. Moi, je veux en voir plus les 3 ensemble. Moi, Davidson, je le mets sur un 4e trio, entre guillemets, puis je leur donne de la glace. Ça n'arrivera pas. Non, mais tu leur donnes de la glace. Pourquoi ça n'arrivera pas? Avec c'est un joueur qui a joué quand même combien de matchs dans la Ligue nationale cette année? Si tu veux développer Davidson dans un rôle qui peut peut-être aider le Canadien un jour, tu le mets dans une position. Jacky en a joué, puis il est sur un 4e trio, en guillemets. Oui, mais Davidson, en tout cas, on a le droit d'être en désaccord, mais en même temps, c'est un beau problème à avoir du côté de Pascal Vincent. Là. Puis ça peut être ça aussi. Là. Pourquoi ça ne serait pas un Jacky, ça revient un peu au même, là, que ce soit un 3e, mais de voir peut-être. En même temps, Davidson, si un jour il accède à la Ligue nationale, ça pourrait être sur un 4e trio aussi. Puis en même temps, c'est vraiment tu ouvres les parenthèses, un 4e trio, si tu leur donnes un trio que tu donnes 13 minutes 30, 14 minutes,
Puis tu utilises Davidson en avantage numérique aussi. Jack a un désavantage en plus. Moi, je pense que c'est moi, c'est ce que je ferais pour l'instant. Puis en même temps, tout n'est pas... on ne met pas les trios au charpie non plus. Là. Je veux dire, s'il y a une période que ça ne marche pas, ben, tu peux brasser les choses rapidement. Là. Je veux dire, c'est pas... la manière que Pascal Vincent a l'habitude de gérer ses trios, moi, je vois ça arriver. Mais sinon, est-ce que Xavier Simoneau est le candidat facile à déloger de là, puis t'amènes un shooter avec Condotta et Blais? Peut-être. Je pense, c'est juste parce que Blais est tellement fort en fond de territoire, tu as besoin de quelqu'un qui va être bien placé pour marquer ces buts-là. J'aime bien Xavier dans son énergie, mais c'est pas le fin marqueur qui pourrait compléter ces jeux-là, alors que Condotta, capable de gagner des grosses mises en jeu, Blais, il est capable de jouer dans toutes les façons, mais c'est sûr qu'avec les succès de ce trio-là, Simoneau, ce serait dur de le tasser là, mais en même temps, je pense que Simoneau, Toc, Arsenault se retrouve un peu actuellement dans la même situation là, de joueurs là, qui parce que Thorpe, on le sait, là, peut-être son tour va arriver aussi là, de peut-être sauver son tour éventuellement parce que tu as un certain respect avec tes vétérans, même si puis il a sauté quoi une fois cette année son tour, si on enlève peut-être sa dans le cas de Thorpe. Je pense pas que Luke Tog va sauter son tour 3 matchs de suite. Là. Non, mais je pense que ça va être une alternance peut-être là, entre les quatre. Puis c'est une bonne situation à voir, mais je détesterais peut-être pas ça voir Jacky avec Davidson et Thorpe, moi, honnêtement. Ou Toc, ou Simoneau. Surtout dans un match comme... je pense peut-être le match de vendredi, peut-être une autre situation pour le match de samedi et lundi là, face à un rival. C'est peut-être une bonne situation pour essayer quelque chose dans le match de vendredi face à une formation que tu affrontes seulement 2 fois par année, là, Hershey. Donc, je m'attends peut-être plus à un trio plus robuste là, face à Toronto samedi et dimanche. Là. Samedi et lundi, pardon. Là, le samedi à Laval et lundi à Toronto. Oui, ça va brasser un petit peu plus et on parlait de cette profondeur à l'offensive qui a été excellente dans la dernière semaine du Rocket de Laval. Pascal Vincent avait un petit mot à dire là-dessus. Il faut que tu aies 4 lignes qui peuvent produire. Évidemment, il y a des lignes qui ne produiront pas en même pourcentage que Dauphin, Belzile, mais ils doivent produire. On a besoin de ça. Puis on le fait. Puis une des raisons de ça, c'est que notre transition est meilleure puis notre première passe est meilleure. On parle de la Ligue nationale maintenant, la Ligue américaine. Si tu es défenseur, tu regardes le Canadien, les défenseurs sont capables de bouger le puck, tu peux créer de l'offensive. Si tu n'as pas ça, ça va être compliqué. Oui, puis en séries éliminatoires, ça va être compliqué. Avec un seul trio, on va souhaiter un seul trio qui produit. Je ne dis pas que ça a été le cas chez le Rocket de Laval depuis le début de la saison. Il y a eu des matchs où ça a été d'autres trios. C'est juste que ça a été flagrant la semaine dernière que ça a été d'autres trios qui ont mis l'épaule à la roue. Dernière chose, Cédric, avant de passer au prochain sujet. Oui, tu as raison par rapport à un seul trio, mais en même temps, il y a tellement de joueurs qui ont joué des matchs dans la Ligue nationale, donc c'est pas mal le seul trio qui n'a pas été impacté depuis le début de la saison, à part peut-être en début d'année, où on les a séparés un peu, là, parce que besoin d'un peu d'aide sur le deuxième trio, mais c'est ça aussi, des fois, c'est peut-être la chimie est plus facile dans ces trois-là, parce qu'ils ont joué quoi? Une quarantaine de parties ensemble depuis le début de l'année, en plus de jouer sur l'avantage numérique ensemble en majorité. Et jouant face aux meilleures unités de l'adversaire, souvent, surtout à l'étranger. J'aimerais ça voir un peu de stabilité dans les trios dans les prochaines semaines parce que là, on arrive dans le dernier droit. Oui, là, c'est peut-être le bon moment, puis c'est facile à dire parce qu'il y a pas la Ligue nationale ne joue pas, bien évidemment, avec les Olympiques. Mais il manque un peu de stabilité sur les trios. Là, on commence à le voir, surtout avec le trio de Méchard. Mais je veux voir un peu pour bâtir de quoi, là, un petit peu de chimie pour la fin de la saison, puis les séries qui s'en viennent à grands pas dans 2 mois. Là. Puis on en a à peine parlé, mais à quel point Philippe Méchard était bon la semaine dernière. Il a été rapide en pression. Échec avant, il l'a fait à sa manière. C'est pas le gars qui va te donner un coup d'épaule, mais tellement de belles choses qu'il a été en mesure de créer avec sa vitesse. On l'a vu de temps en temps couper vers le filet, des choses que le Slovaque ne nous avait pas habitué à faire. Lui et Beck, ça fonctionne parce que les deux ont la même vitesse d'exécution. Ils ont une vision du jeu qui est très, très rapide. Puis, enchaînons sur le prochain sujet qui est Joshua Roy. Ça a été... c'est pas une mauvaise saison de la part de Josh. Évidemment, il y a eu des blessures, mais c'est une drôle de saison. C'est un peu à l'image de ce qui peut faire défaut chez Josh depuis
Il est arrivé chez les professionnels, c'est de l'inconstance, c'est pas le même genre de match. Par rapport à un vendredi, il va jouer un moins bon match. Le samedi, il va être extraordinaire. Il a le don d'être capable d'être le meilleur attaquant de l'équipe un soir donné. Puis je pense dans les 2 matchs en fin de semaine, peut-être pas dans le match de vendredi, parce que Jacky, il n'a pas été très bon. Jacky a peut-être été ton meilleur attaquant, fini avec 3 points. Le samedi, j'ai l'impression qu'il l'a été. Quand tu regardes les 2 matchs ensemble, j'ai l'impression qu'il a été le meilleur attaquant du Rocket. Puis quand il joue comme ça, c'est difficile de ne pas le remarquer. Non, ben c'est sûr, puis je te l'ai noté là, en fin du match de samedi, qu'on s'est. Tu sais, là, il s'est blessé au début janvier. Je pense qu'il a bloqué un tir le vendredi, là, le premier vendredi, le 2, là, face à Utica, qui s'est blessé au haut du corps. Il avait joué le lendemain, le samedi, lorsque tu m'avais retrouvé là, après quelques matchs à RDS, puis tu m'avais dit. Puis là, on nous avait dit en fait qu'il ratait 4 à 6 semaines pour une blessure au haut du corps. Il est revenu le vendredi suivant, une semaine après ou 2 semaines après. En fait, c'était 2 semaines. 2 semaines, Ouais, a 2 manqué semaines les après. matchs, a manqué une fin de semaine d'activité. Ouais, il n'était pas là du côté de Syracuse et Rochester, bien évidemment. Mais la semaine d'après, face au Manitoba, il est revenu. Il avait raté seulement 2 semaines. Fait que fais le calcul. En fin de semaine, la fin de semaine dernière, en fait, ça arrive pas mal. 4 semaines. Donc, est-ce que il jouait à 100%? Est-ce qu'il jouait Mais non. à soit? Mais non, mais ça, c'est évident. Mais en fin de semaine, la manière qu'il a utilisé ses lancers, moi, c'est ses tirs du revers, là, que des fois, tu sais, on voyait le Joshua Roy qu'on était habitué de voir. On l'a connu au niveau junior, Vincent. Moi, c'est un peu le côté offensif. Mais il ne jouait pas de la même manière au niveau junior. Non, mais c'est pas. Je te parle dans le bon sens, ça s'est amélioré. Mais oui, puis c'est ça. C'est juste parce que comme il utilise son lancer, il n'hésitait pas. On sentait qu'il était confortable avec son bâton pour prendre des tirs de qualité. Il était dangereux, peu importe où ce qu'il était dans la zone offensive, qui était à la ligne bleue, il pouvait créer une chance de qualité en raison de son comment il était plus à l'aise et à quel point il se faisait confiance. Puis dans le cas de Josh, parce que c'est drôle parce que j'ai eu justement la discussion avec ma copine hier par rapport à ça, parce que quelqu'un qui est allé à la Place Belle la semaine passée a dit wow, quelle fin de semaine de Josh. Non, mais elle m'a amené le point qu'il y a une de ses collègues qui avait été à la Place Belle. Autour d'un bon verre de vin, on va discuter de Joshua Roy, j'adore. Non, mais elle m'a amené le sujet par rapport à ça, par rapport à sa collègue qui avait été à un match en fin de semaine, puis elle a dit wow, quel joueur de hockey. Puis elle m'a dit ouais, mais moi, je le vois pas tant que ça. Moi, c'est là que j'ai. Puis là, je trouvais que la discussion était intéressante, c'est que Josh a beaucoup amélioré des choses qu'on ne voit pas dans sa game cette année. Oui, peut-être qu'il y a un petit peu moins d'offensive qu'on s'attendait, mais la manière qu'il a travaillé fort cet été, la façon dont il est présent le long des rampes, oui, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait, mais il y a tellement de choses qui ne paraissent pas aux yeux. Et quand tu regardes juste les statistiques, moi, c'est ce qui est intéressant parce qu'on sait qu'il va être capable de mettre des points au tableau, puis il l'a encore prouvé en fin de semaine passée. Mais c'est tous les à côté, le fait qu'il joue en désavantage numérique, le fait qu'il est fort dans ses batailles, le fait qu'il va dans le trafic, c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, c'est un peu le retour un peu le retour du balancier que les points commencent à apparaître dans le cas de Josh. Puis c'était ça un peu des fois, il y a des choses qu'il fait mieux qui ne sautent pas nécessairement aux yeux. C'est un peu ça. En même temps, il y a des matchs où je suis d'accord avec toi, il y a des matchs où je suis moins d'accord avec toi. Mais la constance, ça a toujours été un problème, mais je trouve que la constance est plus présente cette année que par le passé. Probablement. Et ça demeure un peu énigmatique, je pense, dans son cas, parce qu'il a le don d'être le meilleur joueur sur la glace quand il est à son meilleur. C'est de retrouver ça match après match. Mais je veux pas, c'est ce que les dirigeants dans la Ligue nationale regardent. C'est ce que Engstrom fait de bien, par exemple, pour ne nommer que lui. C'est ce que Sean Farrell fait de bien, même s'il ne récolte pas toujours les dividendes. C'est ce que Jack Hyde, le Roy n'est pas le seul. Jack Hyde doit travailler là-dessus. Beck doit encore travailler là-dessus. Méchard doit travailler là-dessus. C'est les jeunes joueurs, puis je peux passer à travers les autres équipes, il y en a un tas qui doivent travailler la régularité. Mais avant de poursuivre la discussion sur Joshua Roy, Pascal Vincent a quand même été d'une belle citation après la fin de semaine de Joshua Roy face aux Monsters de Cleveland. Josh, on parle souvent, lorsqu'on se parle, c'est son pace. Je l'utilise en désavantage numérique, il fait un très bon job, il a bloqué des tirs. Puis quand il fait ça, tout est connecté. Il se donne des chances de marquer, il bouge ses pieds. Lorsqu'il bouge ses pieds, tellement le puck colle à sa palette.
Puis un bon tir. Hier, c'était un similaire à aujourd'hui, le genre de tir qu'il a utilisé. Il est capable de faire ça. Pas beaucoup de joueurs peuvent le faire, mais lui, il peut le faire. Donc, mais je pense que ça, c'est le produit de son mindset. Puis en effet, il est revenu au jeu plus rapidement qu'on pensait. Puis là, il est peut-être plus le Josh qu'on s'attendait cette année. Voilà, Pascal Vincent qui... une citation qui fait penser quand même à ce que Martin Saint-Louis peut offrir à Montréal. Il joue bien défensivement, puis ça va donner des chances offensivement. Puis, tout dans l'état d'esprit, le fameux mindset de Joshua Roy. Je trouve que physiquement, il a été d'aplomb en fin de semaine face aux Monsters de Cleveland. Sa façon d'accueillir des mises en échec, des petits détails comme ça. Sa façon de être en position rigide puis protéger sa rondelle. Son jeu de pied était meilleur. Les deux buts qu'il a marqués en première période en fin de semaine, là, c'est peu de joueurs dans la Ligue américaine sont capables de marquer des buts de la sorte, là, avec des tirs, voilés ou non, de placer ces rondelles-là dans la partie supérieure du filet. Il est capable de marquer des gros buts. Puis moi, au-delà de ça, ce que j'aime encore plus regarder que les buts, parce qu'un joueur peut simplement être en mesure de capitaliser, puis ça, c'est des très, très bons joueurs qui sont en mesure de le faire sur peu de chances de marquer. Mais quand tu regardes le volume, c'est 10 chances de marquer en fin de semaine à lui seul en fin de semaine. Ça a été le shooter de son trio, puis je trouve qu'il a toujours été à l'aise dans ce rôle-là quand on l'a utilisé. Puis moi, c'est 10 chances à force égale. En plus, j'ai un petit EV sur mes notes. Even strength, comme on dit. Ouais, ben, tu as bien fait de le noter. Puis ça revient un peu au commentaire aussi de Pascal qui dit quand tu joues défensivement, tout ça, tes choses vont venir. Je regarde la séquence de 9 matchs à partir, mettons, le match du samedi face à Utica là, qui avait joué malgré la blessure de la veille, visiblement. Différentiel de moins 8 en 9 matchs, puis seulement 2 points. Donc, un va avec l'autre. Et il était sûrement pas assez à l'aise pour gagner ces batailles-là en raison de. Mais on le sait peut-être que dans son cas, il savait que malgré peut-être qu'il n'était pas à 100%, se devait de jouer puis prouver que certaines choses. Puis il a quand même fait des bonnes choses, mais là, c'est en fin de semaine qu'on a vu le vrai visage. Oui, ça s'est passé entre les points de mise en jeu. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans le cas de Joshua Roy. C'est là qu'il a su générer beaucoup d'occasions de marquer. C'est pas venu de la périphérie en fin de semaine. Parlant de ne pas jouer en périphérie, on va faire la transition tout de suite vers Samuel Blais. Une période pour se dérouiller où tu sais, faut être honnête, ça manquait de synchronisme, son affaire, puis c'est pas grave, Sam. Après ça, en deuxième période, vendredi, c'était bon. Après ça, vendredi, troisième période, il a été encore meilleur. Fournit la mention d'aide sur le but de Mark Gilgaiso. Ça te remet d'aplomb solidement une mention d'aide de la sorte. Ah ouais, c'était un très, très, très beau jeu. Puis il me l'a dit là, lorsque je lui ai posé la question, honnêtement, de ouais, c'est sûr, dans son traditionnel Samuel Blais, là. Mais on sentait vraiment que dans la première période de vendredi, que c'était peut-être là où on sentait peut-être une coche encore un peu dans la Ligue nationale, peut-être pas trop ajustée. Mais quand il a commencé à aller dans le trafic et à aller déranger tout le monde en zone offensive, de long des rampes, à frapper, puis à foncer au filet comme qu'il l'a fait, on a vu les distances que ça a donné. Une coupe de mise en échec lourde en fin de semaine à la Vincent Arsenault avec un Samuel Blais qui, avec la rondelle, là, est capable d'être très, très dangereux. Tu sais, il achète tellement de temps pour ses coéquipiers parce qu'il est tellement fort pour protéger la rondelle. Lui, c'est dans le centre tout le temps. Il a la rondelle, on coupe vers le centre, on coupe vers le centre, on coupe vers le centre. Il a tellement une mentalité agressive vers le filet, très, très nord-sud. Je trouve ça extraordinaire de le voir aller. Puis on va aller l'écouter justement on va rebondir après, Cédric. On va aller l'écouter sur ce qu'il a pensé de ses deux premiers matchs. Je pense qu'il a admis lui-même là, que ça faisait un bail qu'il n'avait pas joué. Il n'avait pas joué depuis le 15 janvier avec les Canadiens de Montréal. Puis à quelque part, ça lui a pris quelques minutes pour se ramener là, à l'ordre, là, puis être en mesure là, d'être affûté comme une bonne vieille paire de patins. Je pense que ça vient, tu sais, 3 semaines sans jouer quand j'étais à Montréal. Fait que c'est toujours un peu d'adaptation quand ça arrive, mais je suis quand même content des 2 games que j'ai joués, puis content d'être de retour aussi, puis d'aider l'équipe à gagner. J'ai pas peur de mettre le nez dans le trafic, puis je pense que ça fait partie de ma game, puis je vais continuer comme ça. Là.
Vas-y, Cédric. Tu veux-tu capoter sur quelque chose, Vincent? Ben là, je peux pas te garantir que je vais capoter, mais vas-y. Sors-moi la statistique, combien de chances de marquer Samuel Blais dans le week-end? Ah ben là, non, ben, faudrait que je calcule. Là. Il y en a, là, inquiète-toi pas. Là. En fait, tu peux le faire vite. Là. Deux vendredis. 2 vendredis, 2 samedis. Donc, je te dirais que ça a été... Combien de lancers pour lui en fin de semaine? Je sais pas. Je te donne ma langue au chat. Un seul. Un seul. Donc, c'est comme à quel propre. Ça, c'est pas toujours... ça s'aligne pas toujours, là, les tirs et les chances de marquer. Mais imagine, quand c'est lancé, c'est quand ces chances-là, c'est aussi tout ce qui provoque sans avoir nécessairement des chances au filet. C'est de la manière dont il le fait. Il y a une façon de jouer, il y a une façon de garder les choses simples que je trouve dans sa game qui aide tellement son équipe. C'est que lui, c'est pas compliqué. La recette, elle est facile à faire. Il faut qu'il l'applique. Puis quand il l'applique, capable d'être le meilleur joueur sur la glace, c'est pas très, très sorcier dans son cas, là, de la meilleure, parce qu'il y a un aspect de son jeu qui fait que. Puis on le répète, puis souvent on dit le Rocket a tellement de besoin de Samuel Blais, plus que Samuel Blais a besoin du Rocket. C'est évident. Là. C'est évident parce que c'est la manière qu'il joue. Mais dans son cas, il amène quelque chose qui, je trouve, qui enlève beaucoup de poids sur les épaules d'autres joueurs dans la formation. Puis c'est ça qui est intéressant. Au-delà de ça, je pense que Sam amène une mentalité. Je pense que Sam grossit tout le monde un peu autour de lui. Je pense qu'un avantage numérique, ça a fait du bien d'avoir un Samuel Blais. Peace. Non, 2 fois champion aussi. 2 fois champion. Ça amène la confiance à tout le groupe. Il a joué dans des il a joué dans des moments tellement importants dans sa carrière à Saint-Louis, à Abbotsford. Ouais. Peace. C'est un joueur tellement respecté. Puis je pense que le meilleur est à venir là, au retour de la pause d'étoiles. J'ai hâte de le voir face à Toronto. Surtout. Sa présence physique va être importante. En fait, on l'a déjà vu face à Toronto. On a vu ce que ça a donné. J'ai surtout hâte de voir comment il va finir l'année à Laval, moi. C'est surtout ça qui me... Ben, ça devient plus complexe pour lui. Samuel il y a toujours cette phase-là d'un joueur dans ces âges-là, 29 ans. Il y a toujours une phase d'acceptation, quelque part. Je me demande si Samuel va devoir passer par là, de faire... Je pense qu'il est open. Quand moi je lui ai parlé, je pense qu'il est open à peut-être dire regarde, moi, sais-tu quoi, la Ligue américaine, c'est correct, je vais toujours espérer quand même obtenir un rappel, être en mesure d'aider une formation de la Ligue nationale. Ça vient avec la maturité, ça vient avec apprécier ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Là. Petite leçon de vie en ce mercredi, mais c'est ça pareil. Puis moi, quand je l'ai rencontré, il est très heureux d'être à Laval. Évidemment, il n'aurait pas dit non à avoir un rôle sur un 4e trio avec les Flyers de Philadelphie, là, pour nommer des noms en exemple, mais tu sais, cette phase d'acceptation-là, Laurent Dauphin l'a eu, Alex Belzile l'a eu, puis tu peux très, très bien gagner ta vie puis jouer dans une très, très belle ligue, la Ligue américaine. Laval, c'est une mini LNH. Tu sais, donc, à quelque part, t'es tout autant accompli, tu peux gagner ta vie monétairement d'une très, très belle façon en jouant à Laval. Puis des fois, ça peut être... Tu sais, regardez ce que Laurent Dauphin a fait. Il a signé une entente seulement de la Ligue américaine parce qu'il apprécie cette vie-là, la stabilité que ça lui offre. Puis regarde le genre de saison qu'il connaît. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, à quelque part, Samuel Blais il va avoir cette pensée-là. Peut-être cet été, peut-être qu'il commence à l'avoir. Mais c'est là qu'on va voir aussi, là, parce que ça va dépendre aussi de qu'est-ce que Ken Hughes va faire d'ici le 6 mars de mémoire, la date limite des transactions. Que si, admettons, il n'y a pas de profondeur à l'attaque, c'est peut-être là où qu'un gars comme Blais n'aura pas le choix de peut-être être à Montréal dans un rôle de 13e ou 14e attaquant, tout dépendant du besoin. Donc, mais en même temps, c'est 13, 14e. Je suis certain que Samuel Blais, il pense à ça. J'aime-tu mieux jouer à Laval? T'sais, un gars, joueur de hockey veut jouer. Hein. Ben oui, il n'a pas joué depuis 3 semaines. Bon, on a vu comment il était content d'être sur la glace ce week-end. C'est pas très, très sorcier. Mais en même temps, c'est le Canadien qui prend décision. Là. Puis lui, il n'y a pas un contrat à un volet? Dans le sens qu'il est payé la même chose qu'il soit à Laval ou à Montréal? Je vais aller faire la petite recherche de lui, donner la bonne information. Ben, c'est une bonne question. Mais en bout de ligne, c'est pas sa décision à lui. Là.
Non, mais tu sais, dans le sens que des fois, monétairement, ça change absolument rien. Il faudrait faire la recherche, peu importe. Mais lui, dans son cas, il y a tellement. Je vais patiner pendant que tu checkes. Je ne sais pas si tu es encore en train de chercher, mais dans le sens, c'est que lui, il a tellement à gagner. Il a plus à gagner, je trouve, pour sa carrière, de rester à Laval, puis de connaître du succès, puis de se rendre loin en série que de jouer à Montréal dans un rôle de 13e ou 14e, de jouer une fois aux 2 semaines. T'sais, c'est sûr que oui, tu as la Ligue nationale, mais comme Ouais, il l'a fait c'est un volet dans le cas de Samuel Blais, donc monétairement, ça ne change absolument rien. En même temps, il joue au hockey, puis c'est pas gênant d'aller jouer à Laval là, dans la Ligue américaine, au contraire. Non, mais tu sais, il y a bien des jeunes joueurs que tu passes le salaire minimum dans la Ligue américaine. Tu passes le salaire minimum qui est à 85 000 puis ils vivent très bien leur vie à Laval. Puis là, tu t'en vas toucher 900 000 au prorata dans la Ligue nationale. Ça a un impact. Pas ça a un impact sur le bas de laine que tu es en mesure de se faire, mais dans le cas de Samuel Blais, ça n'a pas d'impact. Puis il mérite, même s'il est à Laval, il le mérite, ce contrat un volet où il est payé la même chose, cette stabilité financière qu'il est en mesure d'obtenir. Intéressante discussion autour de Samuel Blais, Cédric. On va passer au prochain sujet. Justement, on en a parlé. Alex Belzile, enfin. Le plateau, à 34 ans, le plateau des 20 buts avec 2 buts dans le match de samedi, 2 en avantage numérique. On dirait que dans le match la veille, il était agressif vers le filet. Là. Il était agressif / peut-être de la frustration parce que les choses ne marchaient pas comme il voulait dans les derniers matchs, bien qu'il obtenait ses chances de marquer. Là, ça a débloqué solidement samedi face aux Monsters de Cleveland. Et pourtant, c'était un match-up qui était peut-être un peu moins favorable pour lui avec un duel de patineurs. On a vu justement pourquoi là, dans cette façon de jouer là, la game entre Cleveland et Laval, que c'est les patineurs vraiment qui en ont mis là, plein la vue. Lui, mais je pense qu'il est tellement versatile qu'il peut récolter du succès face à un adversaire comme ça. Mais ça s'est fait en avantage numérique. Puis je suis surtout très, très content pour Alex, là, qui est comme un bon vin, plus vieilli, meilleur il est. Oui, ben c'est sûr et certain. Mais dans son cas, la recette n'était pas trop compliquée. Lancer au filet. Puis je dis ça parce que dans sa séquence de match 100 points, il y a quand même une séquence entre Abbotsford. 9-10? Je pense que c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 buts, 9, je veux dire. 10. 10 complet, 100 buts. Ouais, il a marqué à son 11e match là, face à Cleveland, mais je regarde là, les 2 matchs à Abbotsford, les 2 matchs à Calgary. Là-dedans, il y a une partie du match qu'il n'a pas joué, bien sûr. Là, c'était à Calgary, de mémoire, là, en raison de cette mauvaise punition en fin de 2e période. Mais dans ces 4 matchs-là, 0 lancé en 4 matchs dans l'Ouest. Mais il n'était pas en pouce. Mais il n'était pas en pouce. Il se mettait pas en position. Pourtant, c'est le type de match où il aurait pu avoir du succès. Enfin, c'est ça un peu. Fait, moi, je trouve que oui, il a quand même été chercher 2 passes dans ces matchs-là, mais quand tu ne sais pas comment tu veux marquer, c'est là aussi, on sentait une certaine frustration s'installer. Au-delà de ça, il ne se mettait pas en position pour obtenir les tirs. Ben, rarement, je me suis dit, il n'a pas cadré son tir, il n'était pas un facteur autant qu'il l'aurait voulu. Là. Mais ils sont tellement étroitement surveillés par l'adversaire. On l'a vu vendredi, là, combien de fois qu'on voyait Dauphin et lui revenir au banc, là, un peu. On sentait la frustration dans le langage non verbal chez ces 3-là parce qu'on est tellement. Puis en même temps, est-ce que c'est relié à ce qu'on parlait tantôt? Fort probablement. Mais c'est pas trop compliqué, là. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine dans le match de samedi? Le premier, il était il était quasiment dans le demi-cercle, là, à l'embouchure du filet. Il était au filet. La deuxième, c'est un but que pas mal, presque seulement lui ou Joshua Roy peut marquer de cet angle-là. On l'a vu combien de fois dans les 2 contre 1, loger la rondelle de même d'un angle restreint, Alex Belzile. Je pense que ça y a enlevé le poids de la place Belle, puis peut-être même du centre Belle. Sur ses épaules après quand il a enlevé ce but-là. Là. Une saison de hockey, c'est pas linéaire. Là. Je veux dire, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Puis l'avantage d'un vétéran de 34 ans comme ça, c'est qu'il n'a pas paniqué. Est-ce qu'il y a eu de la frustration? Oui, on la sentait quelque part vendredi où il disputait un meilleur match. Puis, ça marche pas. Ça marche pas pour moi puis Sean. Ça marche pas pour moi puis Laurent. L'exécution, on n'est pas capable de se compléter de la même façon que d'habitude. Pourtant, on adopte un peu la même recette.
Tant mieux pour lui. Est-ce qu'il commence une séquence incroyable, comme ça a été le cas il y a plusieurs semaines? Tant mieux pour le Rocket de Laval. Faire une parenthèse avant de passer à la classique des étoiles, Cédric, je me sers un peu de la plateforme qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a un commentaire à mon endroit sur X que j'ai pas particulièrement aimé. Puis ça concerne Adam Engstrom à la suite de ma petite chronique avec Tony Marinaro. Imagine-toi donc que je ne nommerai pas la personne, c'est pas important. Apparemment que je pousserais un narratif comme quoi Adam Engstrom est le défenseur le plus dominant de l'équipe. Puis ça, particulièrement, j'ai pas beaucoup apprécié ça parce que je pense que... c'est un fait. Ben c'est ça. C'est ce que j'ai pas aimé. C'est un peu attaquer l'intégrité que je peux avoir dans mon travail. Et pour moi, c'est extrêmement important d'en avoir. Non, je ne pousse pas de narratif. C'est quand même drôle. Cette personne ou toute personne peut penser que Reinbacker est le défenseur, le pilier de cette équipe-là. J'ai pas de problème. Toute personne peut penser que c'est Mark Del Gaizo qui est le pilier de cette défensive. Ça, j'ai pas de problème. Mais de dire que je pousse des narratifs, non. Ça, on peut pas aller là, dans le sens où moi, je vois ce qui se passe sur la glace depuis le début de la saison et qu'un joueur soit un choix de première, deuxième, troisième, septième ronde, je m'en balance royalement. Qu'on le veuille ou non, Adam Engstrom, c'est pas juste offensivement que ça fonctionne. Je viens de voir la réponse en question. Je t'allais montre-le pas, ouais, parce que là, je t'ai pris flat foot. Non, mais j'ai pas apprécié ça. J'ai pas apprécié ça parce que moi, j'analyse ce que je vois sur la glace. Je regarde même 2 fois chaque match depuis le début de l'année. Engstrom cumule les erreurs défensives. On voit pas la même game, je pense. On voit pas la même game, puis je suis pas ici pour laver mon linge sale, mais en même temps, je suis ici pour dire que je me considère intègre comme professionnel du métier, puis que moi... Puis, dans cette optique-là de qui est le pilier en défensive, on n'est pas obligé de rabaisser un pour monter l'autre. Mais c'est 2 défenseurs complètement différents. Je veux dire, oui, mais ils sont en compétition pour un poste à Montréal, Adam Engstrom et David Reinbacker, mais en même temps, sont pas les deux ont le droit de bien jouer. Je veux dire, les deux, c'est pas obligé de. Pour remonter un, il faut rabaisser l'autre. Je veux dire, c'est pas. Pour moi, Reinbacker. Même pas au même stade dans leur carrière. Reinbacker, je comprends, mais il a presque pas joué dans les 3 dernières saisons. Est-ce qu'on peut attendre un peu? En tout cas, des fois, les gens derrière leur non, mais c'est écran, leur clavier. Tu sais, j'ai la plateforme, puis j'ai pas répondu à ce message-là parce que en 180 caractères, ça me tentait pas de le faire, mais là, voilà ma façon de penser parce que c'est pas juste, offensivement, c'est 30 points, 34 matchs depuis le début de la saison. Il est sélectionné à la classique des étoiles. Défensivement, son coup de patin lui permet tellement de faire les replis. Ses sorties de zone sont excellentes. Défensivement, ça s'est beaucoup amélioré parce qu'il est physique. Ses couvertures, je les trouve très, très bonnes. C'est un bon patineur qui est capable de jouer dans un système man-to-man. Là, maintenant, je veux dire, c'est ce que je vois depuis le début de la saison. Et oui, Reinbacker est un cinquième choix au total, mais à quelque part, quand je regarde une game de hockey, je m'en balance. Ce n'est qu'une porte d'accès, de repêchage. Et après ça, c'est ce que le joueur en fait. Ça vient avec ses coups chanceux, ses bad luck en raison des blessures et tout ça. C'est un ensemble de la chose. Puis tant mieux si Reinbacker est en mesure d'être excellent dans les prochaines semaines, puis que le Rocket a 2 piliers en défensive, 3 si Bisson joue son meilleur hockey, encore 4 si Del Gaizo est extraordinaire. Tu sais, je veux dire, ça peut faire du Rocket l'équipe qui a la meilleure brigade défensive. Alors, je voulais juste adresser ça. Parce que non, je ne pousse pas des narratifs à travers la gorge des gens qui m'écoutent. Jamais j'analyse ce que je vois sur la glace. J'analyse ce que je vois sur la glace depuis le début de la saison parce que pour moi, la régularité d'un joueur de hockey, c'est ce qui est le plus difficile à trouver dans une ligue qu'est la Ligue américaine, qui est très, très difficile. Alors, moi, quand je vois un joueur qui est régulier, que sa game B est excellente, j'ai pas le choix de dire que c'est un peu le pilier de l'équipe en ce moment, puis qui m'impressionne, puis que je le vois dans la Ligue nationale. Donc, voilà cette petite montée de lait à l'épisode numéro 16. Ça m'aurait quand même pris 15 épisodes avant d'y aller d'une petite montée de lait. Génial. C'est quand même spécial. Bon. OK. On passe-tu un peu à la classique des étoiles, parce que c'était le concours d'habilité hier du côté de Rockford. D'ailleurs, la foule était au rendez-vous à Rockford. Bravo à la ville de Rockford d'avoir répondu. Évidemment que
Les joueurs des Wolves de Chicago et des Icehawks de Rockford ont reçu des applaudissements très, très nourris. Je pense que les gens là-bas adorent Nick Lardis. Oui, c'était très, très, très... Et Brett Seney, très brillant. capitaine. Même Kevin Korchinski, c'est Brett Seney, de mémoire. Brett Seney, oui. Ouais, c'est le dernier dans ces trois-là qui évolue pour Lui, Rockford. il a été ajouté en raison d'une blessure. Là. Il n'était pas supposé être là au préalable dans les formations. Puis tant mieux, ça fait 3 joueurs des Icehawks. C'est de bonne guerre. Là. Quand ça avait lieu à la Place Belle, il y avait plusieurs joueurs du Rocket. Ils n'aiment pas leurs rivaux aussi, hein? Non. Chicago, Grand Rapids, Milwaukee ont le droit mais surtout Milwaukee. Ouais. Surtout Milwaukee, ça n'a pas été évident, les Admirals, mais rapidement, ce concours des habiletés, que la formation de l'Est a remporté 18-15 là, pour le pointage, c'est très, très obsolète, là, je veux dire, dans le sens où... Non, mais c'était le fun. Je veux dire, il y a des épreuves que j'aime plus que d'autres, mais tout le monde avait l'air de bonne humeur. Évidemment, Jacob Fowler n'a pas participé, même s'il est là, du côté de Rockford. Props à Jacob Fowler de quand même s'être présenté. Faut dire que petite parenthèse sur Fowler, le match des étoiles puis le concours d'habileté, c'est quand même exigeant pour les gardiens de but. Ça l'est beaucoup moins pour les joueurs. Alors, est-ce que on a voulu prendre nos précautions? Il n'est pas à 100%. On l'a vu dans le concours d'habileté. Il y a les tirs rapides, il y a les échappées. Les goalers, là, c'est quand même physiquement, bon, un match l'est plus, là, mais c'est physiquement moins évident pour un gardien de but qu'un joueur. Alors évidemment qu'on a voulu prendre nos précautions. Je ne sais pas si tu veux. Je pense que c'est la bonne décision, honnêtement. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas particulièrement inquiet pour en fin de semaine. Les prochains jours vont nous le dire si c'est à tort ou à raison. Oui, je suis quand même du même avis là, dans le cas de Fowler. C'est juste que c'est 7 départs de suite avant la classique. Oui, c'est ça. En même temps, je sais pas. Je suis content. Je suis content surtout qu'il a été. Là. C'est surtout ça qui est l'important pour moi. Qu'il soit présent du côté de Rockford. Puis en même temps, le Rocket en a besoin. C'est bien beau le match des étoiles. C'est le fun. C'est le fun de le vivre. Puis là, il a la chance de le vivre sans y participer. Mais le plus important, c'est ce qui s'en vient. Donc, déjà que peut-être je vais utiliser le terme parce que dans les dernières semaines, c'est quoi? C'est 7 départs en 15 matchs, 7 matchs en 15 jours. C'est ça. Mais c'est correct. Puis, tu sais, ça va être Arthur Aktiamov qui va être le gardien de but qui va avoir toute l'action pour la section nord. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de pépin physique parce que sinon, la section nord, Pascal Vincent va être obligé d'en porter jambière ce soir. J'ai hâte de voir ça. J'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça voir ça aussi. On est sûr que Pascal Vincent est plus à l'aise en complet derrière le banc, mais petit tour d'horizon de ce qui s'est passé. Arthur Kaliev a remporté l'épreuve reine de ce concours d'habileté, le tir le plus puissant, 104, quelque chose 1000 à l'heure. Autant surpris. Adam Engstrom a participé au tir le plus puissant. Lui, c'était un peu en deçà de 100 000 à l'heure à 99. Je pense qu'il a eu du plaisir à prendre ce tir-là. Faut croire qu'on respecte quand même l'arme de Adam Engstrom pour ce qui est de lancer. Ce qui m'a surpris, c'est que Bradley Nadeau a une garnotte de même. Ouais, 103. Il était deuxième. 103 était pas loin de Kaliev. Je savais que Bradley Nadeau avait un bon tir, mais à ce point-là, j'étais surpris. Ouais. Quand même. Et Constant Lenius qui remporte le meilleur patineur. Ça, j'étais surpris qu'Adam Engstrom ne participe pas à cette épreuve-là, mais il y avait de bons patineurs quand même. Là, donc, je suis pas mal sûr que c'est le genre d'épreuve que tous les gars ont le goût de faire. Ouais, ça, c'est sûr. Puis Lenius, il a un bon coup de patin. J'aurais aimé ça, moi aussi, voir Engstrom. Tu as bien fait de le noter parce que très mobile. Puis c'est la façon, ses enjambées sont très bonnes pour cette vitesse. Ouais, Justin Robida qui a participé là, au patineur le plus rapide. Ça nous surprend pas. Je savais que c'était J'ai aimé Robida contre Brunet dans la compétition là, au début. Là. Brunet aussi. J'ai aimé ça qu'on les jumelle l'un contre l'autre, deux Québécois. Donc, c'est toujours le fun. Puis, qu'est-ce que moi j'ai le plus aimé dans cette soirée-là hier? En fait, qu'est-ce que je retiens de ça, c'est que mon Dieu, que j'aimerais ça que les équipes s'affrontent plus souvent contre des équipes de l'Ouest parce qu'il y a plein de joueurs qu'on ne voit pas. Ça, c'est mon côté, puis on connaît la réalité du pourquoi ça n'arrive pas. Mais Colin Debin, que ça serait le fun d'affronter des équipes de l'Ouest comme Anderson, comme San Diego, même des équipes de la région de Chicago, c'est pas très loin, là, ça serait quand même le fun que ce soit le cas de voir ces joueurs-là un petit peu plus souvent.
Ouais, on t'a perdu un peu dans ton propos, Cédric, mais t'es de retour, ça c'est la bonne Ben, nouvelle. toi, On comprend l'essence quand même qui était de dire que t'aimerais ça voir d'autres formations quelque part. toi, On va... t'étais gelé, tu bougeais pas. Fait que je sais pas si où qu'il y a eu un bug, là, Peu mais importe. toi, t'étais complètement gelé. Je veux t'amener quand même sur autre chose. Bon, les formations de la classique des étoiles, ça favorise beaucoup les jeunes espoirs. Il y en a d'excellents. On a parlé de Constant Elenius, Kevin Korchinski, Dimitri Simachev, des choix de première ronde, vraiment que les gens vont se déplacer pour. C'est pour ça j'adore ça. Je veux dire, je trouve ça bien correct. Je comprends que d'un point de vue marketing, ton événement est facile à vendre quand tu as des joueurs que quand tu as un 6e au total en Simachev qui est là, Korchinski un 7e, évidemment que c'est de bonne guerre, mais y a-t-il quand même des oubliés dans cette classique des étoiles, à commencer par, disons, un Alex Barré-Boulet avec les Eagles du Colorado. C'est sûr que quand il y a des oubliés, c'est beaucoup les vétérans parce qu'on, à mérite égal, on va toujours prioriser un jeune joueur. Puis ça, je trouve ça absolument correct dans le sens où on veut voir ces jeunes-là participer à la classique des étoiles pour mousser un peu l'événement et vendre ça comme étant l'événement qui regorge de futurs talents vers la Ligue nationale. Je pense, il y a 2-3 ans, quand ça avait lieu à la Place Belle, je me considère chanceux d'avoir fait un événement où, devant les filets, il y avait Lucas Dostal et Dustin Wolf. Aujourd'hui, les gardiens de but numéro 1 dans la Ligue nationale. Ouais. Puis ils avaient fait tout un spectacle, les deux. Là. Ouais, ben, mais en même temps, tu veux donner un joueur par équipe, qui est important. Fait que, c'est peut-être là aussi que ça ne va pas nécessairement au plus méritant. Donc, puis il n'y a pas beaucoup de joueurs non plus. Là. Pour faire du 3 contre 3, c'est pas comme des formations complètes de chaque division. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas. Je suis d'accord dans le cas de Barré-Boulet. Il aurait certainement mérité de se retrouver là. Il y a quelques défenseurs aussi là, qui auraient pu se mériter des places, surtout dans la conférence de l'Ouest. Mais c'est une bonne chose en même temps de voir ça, qu'il y a plein de joueurs qui auraient pu être méritants, mais qui ne sont pas présents du côté de Rockford. Ouais, il y en a tout le temps plein. Puis un autre vétéran, Seth Griffith du côté de Bakersfield, c'est un vétéran de la Ligue américaine. On lui a préféré quelqu'un d'autre dans son cas, qui est Quinn Hudson, qui n'est pas un mauvais choix. Mais tu peux en prendre plus qu'un par équipe. Donc, c'est pas évident la confection des équipes. Il y a Caden Pribeau qui connaît une bonne saison du côté du Wolves de Chicago. On lui a préféré 2 jeunes, en Sébastien Cossa puis Thomas Milic. C'est toujours pas facile de confectionner les équipes. Dans la section nord, un Xavier Bourgault qui a été oublié, mais et Arthur Kaliev, qui est le seul de Belleville qui est présent. Benoît-Olivier Gros, c'en a un autre. Persuadé que s'il n'avait pas été blessé dans la même mentalité qu'on évite des espoirs de premier plan, on s'entend que Carter Yakemchuk aurait été là. Ouais. Fort probablement. Même s'il y a une saison plus correcte, sans plus, il y a des matchs où il est très, très bon, mais je pense qu'on aurait évité certainement Carter Yakemchuk à en faire partie. Ceci dit, ça donne beaucoup de mérite à Laurent Dauphin d'y être présent. Sa première classique des étoiles en carrière, lui a participé à un concours d'échappée à 3 devant les gardiens hier. Pas le tir le plus précis que Jagger Furcus a remporté, mais quelques épreuves qui le fait partie. Les échappées également, Laurent Dauphin était là. Et d'ailleurs, il a été volé par le gardien de but Thomas Milic hier. Donc, très, très hâte de suivre ça. Ce soir. Quel beau but, celui de Ben Bérard. Oh, wow! Non, ça, c'est le très, très bien amené. C'est wow! Il a pris la rondelle sur sa palette, un petit peu de jonglerie dans les airs avec cette rondelle pour finalement déjouer le gardien. Mais c'est ça, tu découvres des habiletés sur certains joueurs qui gardent leur game un peu plus simple dans des parties régulières. Puis là, tu arrives dans des concours de la sorte, puis là, ils sortent leurs habiletés. Je trouve ça extraordinaire. Laurent Dauphin qui a essayé un spinorama. Ça a donné un bon moment de confrérie avec Thomas Milic là, du Moose du Manitoba. Une petite tape sur lui, sur le casque. Moi, je ne sais plus si c'était le casque ou la jambière, peu importe. Une belle feinte qu'a tenté Laurent Dauphin. Très, très hâte au 3 contre 3 ce soir. J'espère que les joueurs, quand même, vont se donner un peu. Bon, ça devrait. Ça va donner un bon spectacle. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Chose certaine, nous, on va se donner en fin de semaine pour les 2 matchs du Rocket de Laval face aux Bears d'Hershey. C'est pareil d'adversaire qu'on ne voit pas souvent.
ça va être bien qu'on a un petit peu hâte au match contre Toronto, là, mais en même temps, nous, comme les joueurs, il faut commencer par le premier match face aux Bears d'Hershey. Rocket qui est toujours en tête de sa division, le 6 points d'avance sur Syracuse, mais on s'est offert une priorité de 9 points sur Cleveland et Toronto qui sont à égalité au troisième rang dans la division Nord. Donc, ça va être des matchs importants en fin de semaine, puis on y sera du côté de la Place Belle. N'est-ce pas, Cédric? Oh oui, on y sera. Pour ceux qui ont été à l'écoute, merci beaucoup de cet épisode numéro 16. Je remercie Shane Gaumont, qui est le chef d'orchestre de tout ça, et toi, Cédric, qui est le chef d'orchestre de la diffusion des matchs, de la description des matchs du Rocket. On se retrouve en fin de semaine. Merci à toi, Vincent. Merci tout le monde, puis à la semaine prochaine. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.